À première vue, c'était une scène banale dans l'immensité anonyme d'une grande ville. Une fillette avançait difficilement sur le trottoir, une jambe immobilisée dans un plâtre, soutenue par deux béquilles visiblement trop grandes pour ses bras fins. À quelques pas de là, les passants défilaient, emportés dans le rythme effréné du quotidien, chacun absorbé dans ses propres urgences. Mais ce jour-là, ce qui semblait n'être qu'un banal accident allait bouleverser bien plus qu'une seule vie. Car ce jour-là, quelqu'un avait appuyé sur enregistrer. Le feu piéton passa au vert. Une vague humaine se mit en marche, une ruée automatique, indifférente. La petite, elle, resta un instant figée au bord du trottoir. Son visage était concentré, presque grave. Elle comptait les pas, évaluant le temps qu'il lui faudrait pour traverser. Le vent d'hiver jouait avec le PAN effiloché de son manteau gris. Elle s'engagea enfin, une béquille après l'autre, prudemment, son regard fixé droit devant. Et puis, il arriva. Un homme. Grand, vêtu d'un manteau coûteux, une pochette de cuir sous le bras et un smartphone greffé à la main. Il marchait vite, trop vite. Sa démarche était celle de quelqu'un qui a l'habitude qu'on s'écarte pour le laisser passer. Il ne vit pas la fillette. Ou peut-être refusa-t-il de la voir. D'un coup de talon, il heurta l'une de ses béquilles. Elle chancela. Son petit corps bascula légèrement, son équilibre menacé. Elle se rattrapa de justesse, serrant sa deuxième béquille avec une force désespérée. Elle resta debout, tremblante, au milieu de la chaussée. L'homme, lui, ne ralentit pas. Ne se retourna pas. Un rictus amusé passa sur ses lèvres. Il continua son chemin comme si de rien n'était. Comme si rien d'humain ne l'avait effleuré. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'un jeune homme, assis non loin, avait tout filmé. Ce passionné de photographie urbaine captait les instants volés de la ville, des visages, des ambiances, des gestes. Il n'avait pas arrêté de filmer, et la scène qu'il venait d'enregistrer le laissa pétrifié. Il rangea son téléphone, courut vers la petite, l'aida à traverser et lui demanda si elle allait bien. Elle hocha timidement la tête, des larmes retenant à grand-peine dans ses yeux sombres. Ce n'était, en apparence, qu'un moment désagréable. Un instant de malchance dans une journée d'hiver. Et pourtant, cette scène allait faire le tour du monde. Le jeune homme, rentré dans un petit café à l'angle de la rue, posta la vidéo sur ses réseaux. Il n'attendait rien. Pas de like, pas de gloire. Il écrivit simplement « moins d'humanité ». Plus d'ombre. Au début, la vidéo passa inaperçue. Quelques vues. 2 ou 3 commentaires. Puis, vers le soir, tout bascula. Une page locale influente partagea la vidéo. Ensuite, ce fut un média régional. Puis la télévision. En l'espace d'une nuit, les images firent le tour de la ville. Les gens la regardaient, encore et encore. La colère montait. Comment peut-on être aussi cruel? Pourquoi personne ne s'est arrêté? Où sont passés nos repères? Si quelqu'un reconnaît cet homme, qu'il prévienne son employeur. L'homme au manteau n'avait pas seulement blessé une enfant. Il avait piétiné quelque chose de sacré, l'instinct de protection envers les plus vulnérables. Des internautes remarquèrent les détails. Une montre de luxe reconnaissable au poignet. Le logo discret sur la pochette en cuir. Un zoom sur la vidéo permit même d'apercevoir les initiales d'un célèbre cabinet juridique. L'enquête digitale débuta comme une marée inexorable. On identifia son profil sur les réseaux, un avocat ambitieux, costume sur mesure, sourire figé, et cette phrase en bio, « Je réussis », un pas après l'autre. Pendant que le nom circulait en ligne, dans un modeste salon d'un quartier ouvrier, la petite tenait entre ses mains sa béquille tordue. Elle n'avait pas conscience que des milliers de personnes pensaient à elle. Elle était juste triste. Un peu plus fragile que d'habitude. Sa mère lui caressait tendrement les cheveux. « Tu es courageuse, ma chérie. Tu es forte. » Mais dehors, dans les veines numériques de la ville, la tempête grondait. Au petit matin, les journaux avaient déjà rédigé leurs gros titres. Les emails pleuvaient sur la boîte du cabinet d'avocats. Les clients menaçaient de rompre les contrats. La direction convoqua une réunion de crise dans l'urgence. Le verdict fut sans appel, l'homme devait démissionner immédiatement. Sans communiqué officiel. Sans excuse publique. Juste un carton, une sortie précipitée. Il resta un long moment debout devant la fenêtre de son bureau, regardant la rue en contrebas. Les gens continuaient de marcher, pressés,
indifférent. Mais en lui, quelque chose s'effondrait. Il avait toujours cru que le monde appartenait au plus rapide. Au plus fort. En une seconde, tout son pouvoir avait vacillé. Il avait peur. Une peur sourde, glaciale. La peur d'avoir été vu. La peur d'avoir perdu tout ce qu'il croyait maîtriser. Pendant ce temps, la petite, elle, ne savait toujours rien de ce tumulte. Sa matinée était semblable aux autres. Sa mère lui enfila son manteau, ferma les vieilles bottines avec soin. Aujourd'hui, c'était visite chez le médecin. Le froid piquait fort malgré les gants, et le bus n'arrivait pas. Autour d'elle, les gens parlaient. Elle capta des bribes de phrases. L'avocat, tu as vu? Quelle honte! Une petite fille. Et il riait? Inacceptable. Elle ne comprenait pas tout. Pas encore. Au même moment, dans le hall du cabinet juridique, l'homme au manteau quittait le bâtiment pour la dernière fois. Il savait qu'il venait de tomber de haut. Non pas à cause d'un crime, mais d'un simple geste. Un refus de voir. Une indifférence devenue insupportable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le soir même, dans le petit appartement où la fillette vivait avec sa mère, on frappa à la porte. 2 femmes se tenaient là. L'une portait un badge d'association. L'autre, une journaliste. Elle souriait, un carton dans les bras. La bénévole s'agenouilla. Bonjour, princesse. Des gens ont vu ce qui t'est arrivé. Ils ont voulu te faire un petit cadeau. Dans la boîte, il y avait une nouvelle paire de béquilles. Colorées. Légères. Avec des autocollants d'étoiles et de fleurs. Il y avait aussi quelques livres et jouets. Des choses simples, mais offertes avec un cœur immense. La fillette resta muette un instant, puis son visage s'éclaira d'un sourire timide. Sa mère, émue, remercia les femmes, les mains tremblantes. Elle ne savait pas encore que d'autres lettres arrivaient. Que des centaines de messages de soutien inondaient les réseaux. Que des dons anonymes étaient versés pour l'aider dans son traitement. Que des inconnus, touchés au plus profond, s'étaient levés pour dire « Cela ne se fait pas. Pas à une enfant. Pas dans notre ville. » Et tandis que la nuit tombait une nouvelle fois, une ville entière semblait respirer autrement. Les pas étaient un peu plus lents, les regards un peu plus attentifs. Et dans ce changement imperceptible, la trace d'une petite fille au courage immense. Ils n'avaient jamais eu l'habitude d'attirer les regards. Leur famille vivait dans la discrétion, loin des projecteurs, s'accrochant avec ténacité à une existence simple, souvent difficile. Leur bataille était silencieuse, leur victoire, invisible. Mais cette nuit-là, tout changea. La fillette se réveilla dans l'obscurité de la petite chambre. À ses côtés, posées discrètement, de nouvelles béquilles attendaient. Ses yeux s'agrandirent, pétillant d'émotion. Elle effleura du bout des doigts le plastique lisse, coloré, sur lequel de petits autocollants joyeux semblaient danser. Une licorne, un soleil rieur, des étoiles, et un arc-en-ciel mal collé. Des détails minuscules, mais pour elle, c'était un trésor. Ces béquilles n'étaient pas simplement des outils médicaux, elles étaient un symbole, celui qu'on pensait à elle. Qu'elle comptait. Le lendemain, la ville fut secouée par une vague inattendue. Une vidéo, postée la veille, avait déclenché une réaction en chaîne. Des photos fleurirent sur les réseaux sociaux, des gens ramassant des sacs de courses tombés, aidant des personnes âgées à traverser la rue, soutenant des enfants en difficulté. Chaque image portait une courte légende, comme un écho, je vois. Comme si soudain, chacun avait rouvert les yeux. Pendant ce temps, dans un appartement bien chauffé d'un quartier plus aisé, un homme restait prostré, les yeux rivés sur un téléphone éteint. Il ne savait plus quoi faire. Il voyait son visage sur les sites d'actualité, dans les commentaires enflammés, sur les partages en boucle. Il recevait des appels sans fin aux journalistes, avocats, anciens amis, tous pressés de s'éloigner de lui. Un simple geste, une bousculade, un instant d'indifférence, et le monde s'était écroulé. D'un côté, un adulte qui avait tout perdu en un jour. De l'autre, une petite fille qui s'était soudain sentie exister, vue, reconnue. Le matin même, les cafés, les minibus, les bureaux bourdonnaient du même sujet. La scène du carrefour où une enfant sur des béquilles heurtée par un homme pressé qui riait avant de s'éloigner ou était devenue virale. Captée par un passant anonyme qui avait eu la bonne idée de filmer, elle s'était métamorphosée en phénomène national. La vidéo était désormais omniprésente, sur les écrans des télévisions,
dans les salles d'attente, dans les bus bondés. Encore et encore, la même séquence poignante. Une enfant luttant pour avancer, et un homme qui ne s'arrête pas. Les gens qui n'avaient jamais prêté attention à la misère commençaient à parler d'humanité, de responsabilité, de compassion. Et puis vint le scandale. Le visage de l'homme fut identifié le jour même. Son nom, son âge, sa profession, son entreprise, tout fut publié. Très vite, les détails affluèrent, ses revenus confortables, ses vacances luxueuses, ses photos sur des plages idylliques. Les journalistes s'emparèrent de sa vie privée. Il campait devant son immeuble, l'assaillait de questions. Mais lui, il se mura dans le silence. Sa maison devint une prison. Son employeur publia une déclaration officielle. L'entreprise condamnait fermement son comportement et annonçait la rupture immédiate de son contrat. Trop de pression. Trop de clients menaçaient de se désengager. En une seule journée, l'homme perdit tout, son poste, sa réputation, et une carrière qu'il avait bâtie patiemment. De son côté, le jeune homme qui avait filmé la scène ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée. Son téléphone vibrait sans relâche. Messages de soutien, demandes d'interview, invitations sur des plateaux télévisés. Son blog, jusqu'alors confidentiel, connut un essor fulgurant. Des milliers de nouveaux abonnés affluaient, curieux, émus. Mais lui, ce n'était pas sa célébrité soudaine qui l'obsédait. C'était la petite fille. Il s'était mis en quête de la retrouver. Il voulait savoir si elle allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Il contacta une organisation caritative pour lui transmettre les dons qui arrivaient. Certains voulaient payer ses soins. D'autres offraient de l'argent pour lui acheter du matériel, des vêtements, des jouets. Le monde, pour un instant, semblait plus doux. Moins égoïste. La fillette devint un symbole. Une étoile fragile dans un ciel trop souvent obscurci par l'indifférence. Elle représentait cette bonté que tant avaient oubliée dans la course effrénée de la vie. Dans un autre quartier, la mère de l'enfant verrouilla la porte à double tour. Les journalistes étaient déjà là. Ils sonnaient sans arrêt, glissaient des lettres sous la porte, interrogeaient les voisins, proposaient de l'argent contre un témoignage. Certains tentaient même de deviner leur numéro de téléphone. Mais la mère refusait. Elle avait peur. Sa fille n'était pas prête pour cela. Elle n'avait besoin que d'une chose, la paix. Le droit de continuer leur vie sans être poursuivis par l'agitation médiatique. Le soir venu, une petite foule silencieuse se forma devant l'immeuble. Des voisins, des bénévoles, de simples inconnus. Certains apportaient des friandises, d'autres des livres, des peluches. La fillette, derrière le rideau, observait en silence. Pour la première fois de sa jeune existence, elle ressentait une chaleur douce et sincère, émanant de parfaits étrangers. Sa mère, d'abord méfiante, finit par ouvrir. Elle accepta les présents, bouleversée, sans pouvoir articuler un mot. Sa fille, serrant contre elle un nouveau sac à dos coloré, semblait émerveillée, perdue. Comme si elle rêvait. Hier encore, personne ne la voyait. Et aujourd'hui, tout le monde voulait l'aider. Mais la haine envers l'homme en manteau ne s'atténuait pas. Même lorsque l'effervescence sembla se calmer, les commentaires continuaient à pleuvoir. Ses comptes sur les réseaux furent bloqués. Le site de son entreprise suspendit son activité. De nouveaux contrats furent annulés, des clients évoquant des associations toxiques. Certains journalistes creusèrent encore son passé, prêts à salir davantage sa réputation. Il tenta de se défendre. Il engagea des avocats, menaça le blogueur d'un procès. Mais c'était trop tard. Le tribunal de l'opinion publique était déjà passé. Et sa sentence, irrévocable. Quelques jours plus tard, le blogueur retrouva une fondation spécialisée dans l'aide aux familles en difficulté. Il leur remit l'intégralité des dons, insistant pour rester anonyme. Il ne voulait pas être un héros. Il voulait juste faire ce qui était juste. Grâce à cette aide, la petite fille reçut de nouvelles béquilles, confortables et légères, ainsi que des vêtements, des jouets, et une invitation pour un traitement gratuit dans l'une des meilleures cliniques de la ville. Un horizon nouveau s'ouvrait devant elle, fait de soins adaptés, d'écoute, et surtout d'espoir. Tout cela, à cause d'un simple geste, un bouton enregistré pressé au bon moment. Deux vies avaient été bouleversées. L'une plongée dans le tumulte, l'autre élevée vers la lumière. Et des milliers d'autres, spectateurs anonymes, avaient été forcés de se poser une question essentielle, quelle est la véritable portée de nos gestes quotidiens ?
Lorsque la ville s'endormait et que les bruits se faisaient plus rares, dans un petit appartement en bordure de centre, une paix fragile régnait. La fillette, assise près de la fenêtre, regardait les phares lointains glisser dans la nuit. Ses doigts frêles, encore rouges du frottement des béquilles, effleuraient la vitre. Elle était familière avec la solitude. Les matins froids, les longues attentes aux arrêts de bus, les couloirs d'hôpital aux odeurs d'éther. Le plâtre à sa jambe n'était ni le premier ni probablement le dernier. La maladie s'était glissée en elle dès le berceau, ôtant la légèreté de ses gestes, transformant chaque pas en épreuve. Mais ce soir-là, elle ne se sentait plus invisible. Elle se sentait vivante. Et, pour la première fois depuis longtemps, importante. Personne ne vous attendait. Il suffisait de trébucher pour que nul ne se penche vers vous. Le monde, lancé à toute vitesse, laissait derrière ceux qui n'avaient pas la force de suivre le rythme. Il n'y avait pas de place pour les faibles, ni pour les âmes ralenties par la douleur. Le père, lui, s'était évaporé dès que le diagnostic était tombé. Comme si la maladie de sa fille était une tache sur son orgueil, une contagion pour son image impeccable. Il n'avait pas dit adieu, seulement tourné le dos. Disparu. La mère, elle, était restée. Inébranlable, même dans l'épuisement. Elle enchaînait les heures de travail, luttant contre la fatigue qui lui mangeait les os. Le jour, elle travaillait sans relâche. Le soir, elle soignait sa fille, enchaînait les rendez-vous médicaux, les papiers administratifs, les appels sans fin à la sécurité sociale. Chaque centime était englouti dans les médicaments. Chaque souffle libre appartenait aux démarches pour tenter de préserver, ne serait-ce qu'un semblant de normalité. Elle ne vivait plus. Elle résistait. L'école, pour la fillette, était devenue un champ de mines. Au début, les autres enfants faisaient semblant de comprendre. Ils posaient quelques questions maladroites, puis détournaient le regard. Les béquilles, trop encombrantes dans la cour, devenaient vite un obstacle au jeu. Le plâtre attirait des regards curieux, parfois moqueurs. Alors elle s'était tue. Elle étudiait en silence, se faisait petite, presque invisible. Elle avait compris très tôt qu'elle dérangeait, qu'elle cassait la dynamique joyeuse de ceux qui pouvaient courir. Seule sa mère persistait à croire, malgré tout, qu'un jour, quelque chose changerait. Qu'une lumière perce cette nuit qui semblait éternelle. Et puis il y eut l'incident. Le carrefour. Un moment bref, presque banal, qui pourtant allait tout faire basculer. Pas à cause de la brutalité de l'homme où elle en avait l'habitude. Ce qui la transperça ce jour-là, ce fut ce sentiment glaçant d'impuissance. Le moment où sa vie, littéralement, tenait en équilibre sur une béquille et que cette béquille fut projetée à terre sans ménagement. L'homme ne s'était même pas retourné. La foule, indifférente, continuait de marcher. Elle était restée là, à genoux, agrippant l'unique béquille qui lui restait comme on agrippe la vie. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle revivait encore et encore la scène. Le bruit des voitures. Le froid du trottoir contre sa peau. Le regard vide de l'homme. Et son dos qui s'éloignait, comme si elle n'existait pas. Comme si elle n'avait jamais existé. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au même instant, des milliers de gens la regardaient. À travers leurs téléphones, leurs écrans. Des inconnus. Des mères, des pères, des enfants. Ils voyaient son petit corps fragile, son courage, son isolement. Et soudain, ils ressentaient quelque chose d'étrange, la honte. Et un irrésistible besoin d'agir. Les premiers cadeaux arrivèrent. Elle les accueillit avec méfiance. Les béquilles étaient si légères, si modernes, qu'elle n'osait pas y croire. Était-il possible de marcher sans douleur, sans cette lourdeur dans les mains? Les jouets, les friandises, les sacs colorés, tout cela semblait appartenir à un monde inaccessible, celui des enfants heureux. Chaque soir, sa mère lui lisait les lettres qui accompagnaient les colis. Des mots de tendresse, d'admiration, des vœux de rétablissement. Elle les écoutait religieusement, comme si ces phrases, chargées d'humanité, pouvaient la réchauffer de l'intérieur. Et pour la première fois depuis bien longtemps, elle se sentit vue. Entendue. Importante. Quelques semaines plus tard, une lettre différente arriva. Elle portait le sceau d'une grande clinique. Un médecin, touché par la vidéo, proposait un examen complet et un traitement. Il y avait une chance infime, mais réelle qu'elle puisse marcher. Sans béquille. Sa mère pleura en silence, la lettre serrée contre sa poitrine.
C'était un espoir qu'elle n'avait même plus osé formuler. Alors les jours s'accélérèrent. Les voisins apportèrent des vêtements. Des bénévoles organisèrent les trajets, les formalités. Une valise neuve, rouge vif, trônait dans le salon. La fillette la regardait avec fascination, son cœur tiraillé entre excitation et peur. Une nouvelle vie se préparait. Pendant ce temps, la ville, elle aussi, commençait à changer. On parlait encore de l'homme au manteau. Certains disaient qu'il avait tout perdu, travail, réputation, famille. Il avait essayé de se justifier, de dire qu'il n'avait pas vu la fillette. Mais personne ne voulait entendre ses excuses. Il était devenu un symbole. L'incarnation de cette indifférence que tant de gens avaient cultivée sans s'en rendre compte. Dans les rues, des chaînes de solidarité naissaient. Les écoles organisaient des journées de bonté. Des actions anonymes se multipliaient, un sac porté, une main tendue, un mot doux à un inconnu. Une simple vidéo avait ouvert les yeux d'une ville entière. Et peut-être même au-delà. La veille du départ pour la clinique, la fillette resta longuement assise devant la fenêtre. La neige tombait doucement, dessinant des dentelles sur la vitre. Elle avait peur. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Elle le savait. Quelque chose, quelque part, avait changé. Dans un appartement désormais silencieux et moisi, l'homme regardait un écran de téléphone éteint. Plus de messages. Plus d'appels. Ce n'était pas que la tempête était passée. C'est qu'il n'existait plus dans les yeux des autres. Même ses amis d'autrefois avaient cessé de répondre. Après son renvoi, il avait tenté de rebondir. Il avait appelé, supplié, proposé ses services à moitié prix. En vain. Son nom seul suffisait à clore la conversation. Il était devenu un virus social. Même ceux qui l'avaient jadis applaudi fermaient désormais leurs portes. Alors, les dettes s'accumulèrent. Il vendit sa voiture, puis ses montres, puis quitta son appartement luxueux pour un studio humide en périphérie. Là, personne ne le connaissait. Il pouvait acheter du pain sans se faire dévisager. Son monde s'était rétréci. Étouffant, gris, sans saveur. La nuit, il regardait la vidéo. Encore. Et encore. Il voyait son geste. Il tentait de se dire qu'il était pressé, distrait, que ce n'était pas volontaire. Mais une voix intérieure le contredisait toujours. Parce qu'au fond, ce n'était pas l'acte lui-même qui avait causé sa chute, mais l'absence totale d'empathie. Cette indifférence glaciale. Et il payait. Non pas en argent. Mais en solitude. En oubli. Pendant ce temps, la fillette découvrait la grande ville. La clinique, aux couloirs brillants, aux murs tapissés de dessins joyeux, était un palais. Les infirmières la surnommaient « notre petite héroïne ». Les médecins lui parlaient avec douceur, la regardaient dans les yeux. Les traitements étaient lourds, douloureux. Parfois, elle n'arrivait même plus à s'asseoir après les séances. Les larmes coulaient. Mais elle ne se plaignait pas. Parce qu'elle savait pourquoi elle souffrait. Elle savait ce qu'elle voulait. Chaque matin, une petite victoire, un pas sans béquille. Une articulation assouplie. Un sourire échangé. Des gestes invisibles aux yeux du monde, mais immenses pour elle. Les lettres continuaient d'arriver. Des gens écrivaient pour lui dire combien elle les inspirait. Certains confessaient avoir changé. Avoir demandé pardon. S'être engagé à devenir meilleur. Elle gardait chaque lettre dans une boîte, tout près de son lit. Comme on garde les choses précieuses. Comme on garde l'amour. Un jour, sa mère entra dans la chambre, une lettre à la main, les yeux brillants. Elles avaient été invitées à une cérémonie. On voulait honorer ceux qui, par leur simple existence, avaient réveillé la bonté chez les autres. La fillette n'avait pas sauvé le monde. Elle ne s'était pas battue à la guerre. Elle avait simplement rappelé à des milliers de gens ce que signifiait encore être humain. Et quelque part, loin de cette salle illuminée, dans un studio sombre au fond d'une banlieue, un homme tentait de se reconstruire. Lentement. Avec honte. Avec regret. Il avait trouvé un petit emploi dans un entrepôt. Il ne portait plus de manteau élégant. Mais peut-être, au fond de lui, une étincelle s'était allumée. Et il comprenait. Enfin. Que dans un monde trop rapide, il suffit parfois de tendre la main à un enfant tombé, pour ne pas tomber soi-même. Il utilisait différentes cartes bancaires pour masquer son identité,
mais il était impossible de fuir celui qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Ce reflet, pâle et fatigué, lui renvoyait l'image d'un homme tombé si bas qu'il doutait de pouvoir un jour se relever. La nuit, les cauchemars s'invitaient dans son sommeil. Il rêvait d'intersections, de regards vides, de passants pressés. Mais surtout, il revivait cette scène où il tournait le dos à une main tendue, celle d'une enfant qu'il avait volontairement ignorée. Ce souvenir ne le quittait plus. Ce n'était pas la société qui l'avait condamné, mais cette indifférence qu'il s'était permis un jour, sans même y réfléchir. Et cela, il ne pouvait plus l'effacer. Pendant que sa propre existence s'effritait comme une feuille morte, ailleurs, la fillette avançait avec courage vers son rêve. 3 mois après le début de son traitement, elle posa enfin un pied sans béquille. Puis un second. Et un jour, elle traversa tout un couloir, d'un bout à l'autre, vacillante mais déterminée. Les médecins l'applaudirent, sa mère fondit en larmes, submergée par l'émotion. Et elle, dans un sourire traversé par la douleur, se redressa, droite, fière. À cet instant, elle se sentit invincible, comme si elle était la fille la plus forte du monde. Ce n'était pas une victoire soudaine, mais l'aboutissement d'années de lutte silencieuse. Elle avait vaincu, non pas un adversaire visible, mais des milliers de forces invisibles, le découragement, la solitude, la souffrance. Cette force intérieure, indomptable, qui l'avait toujours empêché d'abandonner, était sa véritable arme. La récompense lui fut remise dans une grande salle à la lumière tamisée. Le plafond semblait toucher le ciel. Des bénévoles, des urgentistes, des soignants montaient tour à tour sur scène pour être honorés. Puis ce fut à elle. La pièce entière se figea. Une petite silhouette aux cheveux courts, vêtue d'une robe proprement repassée, gravit lentement les marches. Elle marchait seule. Sans aide. Chaque pas, même hésitant, résonnait comme une victoire silencieuse. Personne ne resta indifférent. On lui remit une médaille pour sa bonté et son courage. Mais la vraie récompense, c'étaient les regards posés sur elle, des yeux pleins de respect, d'admiration et d'amour. À l'autre bout de la ville, dans une pièce sombre, un homme en manteau regardait le reportage sur une vieille télévision. Il vit la fillette marcher seule, et quelque chose en lui se brisa. Pour la première fois depuis des années, il sentit son cœur se serrer à en suffoquer. Il éteignit le poste et demeura longtemps immobile dans l'obscurité. Ce soir-là, il comprit enfin que ce n'étaient pas les critiques du monde qui avaient détruit sa vie. C'était le jour où il avait choisi de détourner le regard, ce jour-là, au carrefour. Les saisons passèrent. L'hiver s'éloigna doucement, cédant la place à un printemps timide. Les rues reprirent vie sous les premiers rayons du soleil. Le vent ne mordait plus les visages, il caressait les joues. Et le monde semblait avoir tout oublié. Mais dans la vie de la fillette, rien n'était plus comme avant. Elle marchait sans béquille. Ses pas, bien que parfois tremblants, étaient les siens. Elle allait où elle le voulait. Elle faisait la queue à la boulangerie, traversait la rue au feu vert. Elle existait, pleinement. Sa cicatrice à la jambe, autrefois douloureuse, était désormais un rappel de sa force. Un symbole, pas une faiblesse. Sa mère souriait plus souvent. Elle lui laissait même sortir seule, malgré cette peur sourde qui continuait à l'habiter. L'argent, auparavant englouti par les médicaments, servait maintenant à construire de petits rêves, une robe neuve, un livre, peut-être un voyage dans la ville voisine. La vie avait cessé d'être une survie. Elle avait le goût du bonheur. La renommée de la petite fille finit par s'estomper. Les médias trouvèrent de nouvelles histoires, les gens de nouveaux sujets de conversation. Mais quelque chose resta. Dans son école, des cours de bienveillance furent instaurés. Les enfants y apprenaient non seulement les mathématiques et la grammaire, mais aussi des gestes simples, essentiels, aider quelqu'un qui trébuche, repérer celui que tout le monde oublie. Aux arrêts de bus, des affiches fleurirent, regarde autour de toi. Peut-être que quelqu'un a besoin de ton aide. Le monde, sans faire de bruit, était devenu un peu plus doux. Un jour, en ouvrant sa boîte aux lettres, la fillette découvrit une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, une feuille pliée avec soin. Il y était écrit simplement. Pardonne-moi pour ce jour-là. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Que ton chemin soit heureux. Elle resta longtemps à contempler cette lettre, tentant d'imaginer le visage derrière ces mots. Puis elle la rangea dans sa petite boîte à trésors, aux côtés de quelques lettres et objets précieux. Elle n'avait pas besoin de savoir. Le passé appartenait au passé. Ce qui comptait désormais,
c'était d'avancer. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'homme qui l'avait poussé ce jour-là n'était plus le même. Il ne cherchait plus les postes prestigieux, les projets grandioses. Il changeait souvent de travail, vivait simplement, modestement, avec une lourde culpabilité pour compagne. Il aidait ses voisins à porter leurs sacs, cédait sa place dans le bus, regardait le trottoir avec une attention douloureuse. Il savait qu'il ne pourrait jamais réparer ce qu'il avait brisé. Mais il espérait, peut-être, devenir un peu meilleur. Le souvenir de cette main qu'il n'avait pas saisie était devenu pour lui une leçon éternelle. L'été arriva. Dans le parc baigné de soleil, la fillette, vêtue d'une robe légère, marchait avec assurance, un livre à la main. Elle ne jetait plus de regards anxieux derrière elle. Sa démarche était fluide, libre. Elle n'avait plus peur. Son chemin, jalonné d'obstacles, s'étendait désormais devant elle, plein de promesses. En traversant la rue, parfois, elle observait ceux qui marchaient à ses côtés, des personnes âgées, des mères avec poussettes, des enfants au cartable trop lourd. Et si l'un d'eux trébuchait, elle était toujours la première à tendre la main. Parce qu'elle savait. Parce qu'un jour, quelqu'un avait vu en elle ce que personne d'autre n'avait vu. À la fête de fin d'année scolaire, on l'appela à nouveau sur scène. Le directeur parla de ceux qui inspirent les autres, ceux qui, sans tambour ni trompette, font la différence. La fillette se tint droite au centre de la salle. Elle écouta, le cœur paisible. Elle ne se voyait pas comme une héroïne. Elle vivait simplement, suivant sa conscience, son cœur. Avant de quitter la scène, elle balaya la salle du regard. Tant de sourires, tant de visages bienveillants. Elle comprit alors une chose essentielle, même les moments les plus sombres de la vie peuvent marquer le début d'une grande transformation. Parfois, un simple pas, un geste, une main tendue, suffit à changer un destin. Le sien. Celui d'un autre. Celui du monde. Et ce chemin, elle était prête à le parcourir. Avec foi, avec tendresse. Et un cœur grand ouvert.